merci de m'accueillir tout d'abord. Merci à vous d'avoir lu le livre et de m'avoir invité. Ce qui m'a convaincu d'écrire Les Dragons, c'est ça. C'est ce qu'on vient de voir. C'est ce qu'on vient d'entendre avec les deux intervenants précédents, que j'entendais par-ci, par-là, de manière beaucoup plus parcimonieuse. La première chose, c'est que j'ai pas l'air, mais j'ai été adolescent. Et ce ne fut pas si simple. Et puis, j'ai été papa. Et j'ai vu l'adolescence de mes enfants. 3 adolescences, très différentes les unes des autres. Et puis, je suis journaliste à la RTBF. Mais culturel, c'est plus sympa. Et j'ai lu beaucoup de statistiques. Et les statistiques que j'ai lues, je ne les ai pas comprises. C'est-à-dire que je les ai lues, mais mon cerveau ne parvenait pas à processer et à me dire que c'était la vérité. Je ne parvenais pas à comprendre qu'un enfant sur 10 ait déjà pensé à mourir. Je ne pouvais pas comprendre qu'un enfant sur 3, en 12 et 18 ans, déclarait souffrir d'anxiété ou de troubles dépressifs. Il y a quelque chose en moi qui refusait d'accepter ce qui était pourtant réel. Alors qu'autour de moi, je voyais des choses. Et donc j'ai décidé de manière très obsessionnelle à m'intéresser au sujet. Et j'ai commencé à écrire ce que je voulais être une histoire d'amour. Parce que c'est ça l'adolescence. C'est se mettre en lien avec les autres. Notre famille, nos amis. Et puis, peut-être le plus sacré de tout, le premier choc amoureux. Et je voulais écrire le premier choc amoureux de 2 enfants particuliers, de 2 enfants déclassés, de 2 enfants relégués, parce que c'était d'eux que je voulais parler à cause des statistiques que j'avais lues. Et donc ces enfants, j'ai été les rencontrer dans un centre, pas super loin d'ici. Pendant 3-4 mois, j'y suis allé tous les jours vivre avec eux, parce que je voulais comprendre pourquoi ils avaient envie de mourir. Je voulais comprendre pourquoi ils ne se sentaient pas bien. Je voulais remplacer les chiffres par des visages. Et je voulais comprendre ma part de responsabilité. Notre part de responsabilité. Alors, j'ai pas tout compris, malheureusement. Mais je les ai rencontrés, je les ai longuement entendus, je les ai beaucoup aimés. Et j'ai réalisé qu'ils n'étaient jamais entendus, ces enfants-là. À part par un psychologue qui le payait. Et je sais, parce que j'ai une position facile, à savoir que je suis une personnalité un peu publique, parce que j'ai accès aux médias, à travers M Taxi, à travers la radio, à travers mes livres. Et j'ai décidé de donner ma voix à ces enfants-là, parce que, comme la fin de votre exposé, il y a un problème de société qui n'est pas entendu. Et je ne comprends pas pourquoi. Et donc, je suis prêt à taper sur les clous pendant de longues années à venir pour faire prendre conscience qu'il y a là un enjeu de société majeur, parce qu'une société n'a rien de plus précieux que ses enfants. Alors, c'est jamais facile de parler d'une fiction, parce que la fiction, on n'en connaît pas la fin, et surtout, il ne faut pas la révéler. Mais j'avais envie de poser la question au fond. Bon, c'est pas un livre fleur bleue. C'est-à-dire, en tout cas pour la lecture que j'en ai, on va sur la réalité. Quelque part, comme tu disais, voilà, tu transformes en chair les chiffres. Et là, on voit des chiffres, on les voit incarnés dans 2 jeunes.
il se passe des choses parfois dures, parfois très humaines aussi. Et j'avais envie de poser la question, au fond, puisque tu as dit que peut-être s'il fallait plusieurs années, tu le ferais, s'il fallait, ou si tu voulais écrire un volume 2, sans trahir la fin, si tu voulais écrire un volume 2, c'est-à-dire au fond sur une tonalité qui résonne avec une autre partie de ce que j'ai dit, c'est qu'à la fois on a une jeunesse qui va mal, à plein niveau, je dirais même des jeunesses, parce que quand on voit, c'est presque 3 décennies en fait, qui sont impactées de jeunesse, donc un tiers au fond de nos vies là, qui sont brinque-ballées. Il y a une aspiration immense en fait aussi à changer le monde. Et toi tu l'as aussi d'ailleurs évoqué dans ton engagement à l'FJA, quand tu disais au fond nous on veut plus ça. Et je me dis au fond avoir le courage de mettre le doigt sur le truc là et dire mais regardez ce qui se passe quoi. Et là le bouquin il le fait de manière juste magistrale et en plus il l'humanise d'une manière waouh quoi. C'est jeune. Et en même temps, il y a l'autre besoin là, que Maxime c'est ça, a exprimé, de dire, mais nous, on veut aussi pouvoir aspirer, quoi. Est-ce que ça aussi, il y a une place, en fait, dans l'écriture pour ça? Mais peut-être qu'en fait, c'est dans le livre et je ne l'ai pas vu. Mais enfin, voilà. Je suis dans l'angoisse de ce que je vais écrire maintenant, après les dragons. Donc vraiment, merci de me remettre de l'angoisse sur l'angoisse. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On n'a pas parlé d'idéal encore, ce soir. Et un tout petit peu au début, mais c'était en 1968. Et 1968, j'ai pas envie de compter, mais c'est il y a 56 ans. Effectivement, il y avait un idéal. Après, il y a eu un idéal dans les années 80, qui était un idéal libéral, les années du fric. Moins chouette, hein. L'individualisme prend toute la place et nous étouffe aujourd'hui. Et j'ai interrogé plein de psychiatres, plein de psychologues, plein de jeunes. Et pas pendant 1 heure. Certains jeunes pendant 40, 50, 60 heures. Et ce qui m'a frappé quand même, c'est leur angoisse d'être conditionnés à être des junkies. Je veux dire par là que tout autour d'eux, parler tout à l'heure de Meta ou de Google qui engage aujourd'hui des addictologues pour que nos enfants soient bien addicts, et nous aussi d'ailleurs, à eux. Et on ne dit pas à nos enfants à l'école que Meta et Google engagent des addictologues. On devrait, parce que quand on est prévenu, les gens font un peu attention. Et sur la consommation, c'est la même chose. Je vais consommer, je vais être content, je vais redescendre. Demain, je vais devoir consommer, je vais être content, je vais redescendre, comme un junkie. Et derrière cette fatalité de devoir être des junkies, multiples en plus, vraiment polyaddiction, il n'y a pas d'idéal. Et un jour, je me suis trouvé devant une psychiatre française qui s'appelle Michel Benaïm, quelqu'un de tout à fait brillant, qui travaille à Marseille, à l'université de Marseille. Et je lui dis, en pensant à vous par exemple, je lui dis, mais en fait, je pense idiote, il y a un idéal à mettre en place, c'est l'écologie. Allons vers un monde écologique. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? D'abord, elle a souri. Elle m'a souri au nez. Et elle m'expliquait combien il y avait peu d'enfants qui lui parlaient de ça, de l'éco-anxiété, et que c'était une espèce de vue de l'esprit. C'est triste, hein? Je crois que c'est le truc qui m'a le plus lessivé, parce que la seule idée que j'avais de porte de sortie, elle l'a laminée. Et donc, peut-être j'ai envie d'écrire sur l'idéal.
quelles sont les pistes, et l'écologie évidemment en ferait partie, hein. Pour moi c'est incroyablement important. Mais à un moment il faut regarder la vérité en face. Moi je vais dans les manifestations pour le climat. On est tous blancs, on a tous 45 ans, entre 20 et 45 ans, et on est de la classe moyenne. C'est pas un projet de société, ça. C'est un petit bout de la société, mais c'est pas un projet de société. Je suis obligé de regarder et d'être un peu honnête avec ce que je pense, et ce que je constate, c'est que ça prend pas. Et j'en suis vraiment dévasté. Et donc, je pense que le mal-être des enfants aujourd'hui, moi je pense que ça fait du bien de lancer des pavés. Je pense que c'est bien. Et les agriculteurs, je pense, se sont sentis bien pendant quelques heures, même si maintenant ils vont payer, les pauvres. Et en 68, il y a eu une utopie pour laquelle on était prêts à lancer des pavés, à ne pas dormir. Regardez la beauté de ces slogans de 1968. Ils sont incroyables. Ils sont inspirés, parce que l'époque est inspirante. Il est interdit d'interdire. C'est formidable. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est la souffrance d'une société sans idéal. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, parce que les gens qui créent les idéaux de demain sont tellement moins puissants et moins riches que les sociétés qui veulent que nous restions de bons junkies consommateurs, à la fois offreurs de données et consommateurs de publicité. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère du combat inégal et qu'il va nous falloir beaucoup d'imagination pour que l'idéal l'emporte sur eux. Parce qu'eux, ils ont un idéal qui n'est pas celui que nous désirons. Et je pense que ça va être très difficile. Je suis désolé. Ce n'est que mon avis. Si je peux me permettre, je rejoins tout à fait le fait que l'écologie, ça peut être un objectif pour nous, la jeunesse. C'est retrouver quelque chose qu'on a perdu et c'est donner un objectif à l'ensemble des jeunes et à l'ensemble des jeunes qui cherchent une voie. Parce que l'écologie, ça ne va pas non passer par... Il n'y a pas que l'agriculture qui a besoin de l'écologie. Il y a peut-être l'énergie, il y a peut-être l'habitat, il y a l'alimentation, il y a derrière, il y a des boulangers, il y a des maraîchers, il y a tout, enfin, il y a même des, je ne sais pas, on peut penser à des éleveurs de chevaux, peut-être que demain on aura besoin de chevaux, on peut penser à des gens qui vont travailler le fer, à des gens qui vont travailler la pierre, il y a tout un monde qui va se recréer autour de l'écologie parce que l'écologie va se reconcentrer en fait sur un territoire qui n'aura que peu de ressources et en fait on devra faire avec ça. Et enfin, je pense que ce monde auquel on aspire tous, si on ne le prépare pas et si on n'a pas envie d'y aller tous ensemble, eh ben en fait demain il nous sera imposé simplement par le monde physique tel qu'il est. Aujourd'hui, un monde sans énergie fossile est un monde qui va se recentrer directement vers ce qu'elle a à côté de chez elle, et donc on va vouloir préserver ce qu'on a, et donc on va vouloir travailler pour elle et donc pour l'écologie. Et c'est pour moi la clé, c'est tout à fait ça, c'est aller ensemble vers un monde qui nous est souhaitable à tous et qui va nous permettre de reconstruire toute une société telle qu'elle pouvait exister par le passé, quand on n'avait pas moyen d'acheter des bananes qui venaient du fond de l'Afrique ou des avocats qui venaient du Pérou, ou enfin que sais-je. On fonctionnait avec ce qu'on avait et donc on préservait ce qui nous était cher parce qu'on en avait besoin. Oui. Oui, j'ai envie de revenir peut-être sur une phrase de votre livre en entendant le panurgisme que vous avez un petit peu évoqué et peut-être en me souvenant aussi d'un danger qu'Olivier soulignait tout à l'heure. Vous dites à un moment donné, c'est une phrase d'Agatha Christie, je pense, un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Est-ce que c'est un peu dans ça qu'on est pour le moment ? Oui, Agatha Christie, je pense, faisait référence au fascisme, au nazisme, et on pourrait aujourd'hui faire référence à plein d'autres choses, parce qu'on voit dans le document que M. Servet nous a montré tout à l'heure que 47% des jeunes souhaitent tout de même, verraient d'un bon œil une personnalité
diriger un pays de manière un petit peu omnisciente comme ça. Et on a vu pendant le Covid, hein, des gens il y avait des sondages qui disaient est-ce que vous voudriez un État plus fort qui prend des décisions? Mais oui, oui, j'aimerais être protégé par une personne charismatique. L'histoire nous montre que ça ne marche pas. Et pourtant, on y retourne. En Amérique du Sud, on y retourne de manière assez massive pour le moment. À l'est de l'Europe, je pense qu'on est parti. Les Américains votent le 5 novembre, les Français votent dans 3 ans. C'est chaud, hein? Et la tendance est ce qu'elle est. Et c'est marrant parce qu'on avait cette discussion au téléphone. Ce matin, j'ai vécu une matinée absolument effroyable. Parce que je suis en train de travailler sur l'exclusion scolaire. Je pense qu'un des nœuds, nous sommes responsables. C'est-à-dire que un enfant a un rapport à la justice qui est très puissant. Très puissant. D'ailleurs, les adolescents vont beaucoup vous parler du sentiment de justice et d'injustice. Et puis, pour rentrer dans l'âge adulte, on va apprendre de manière absolument terrible la compromission, etc. Et donc, le modèle de société qu'on va donner à des enfants est extrêmement important parce qu'il va soit confirmer, soit infirmer leur sentiment inné de ce qu'est la justice, le juste, le bon, le bien. Et la première entreprise dans laquelle un enfant se retrouve, ça s'appelle l'école. C'est une entreprise. Il y a les patrons, il y a les employés, il y a les élèves, certes, mais c'est une entreprise. Et cette entreprise, que je hais de tout mon cœur, est une entreprise excluante. Est une entreprise qui, chaque jour, montre que si vous ne correspondez pas au modèle, le modèle a le droit de vous régurgiter et de vous exclure. Eh bien, moi, je suis absolument contre ça. Je pense qu'il faudrait criminaliser l'exclusion scolaire. Quand on voit, quand un enfant va mal, vous savez, quand un enfant fait le con à l'école, il le fait toujours pour des raisons hein, qui sont les siennes, et souvent c'est pas parce qu'il est le plus heureux de la classe. Et cet enfant-là, qui va probablement plus mal que les autres, eh bien on va le renvoyer chez lui. On va lui dire « tu ne conviens pas ». Et tous les psychiatres vont vous le dire, peut-être dans la salle, isoler un enfant qui ne va pas bien, c'est pas une bonne idée. C'est la pire des idées. L'intégralité pratiquement des enfants que j'ai rencontrés en psychiatrie me parlaient de l'école dans la première heure de notre rencontre. De la persécution qu'ils vivaient à l'école, par leur père, par la hiérarchie, par les profs, par la direction, etc. etc. Mais si l'entreprise, je suis remonté, hein, on dirait 3 heures, je vous préviens, si l'entreprise, la première entreprise avec laquelle nos enfants font connaissance, montre que l'exclusion est permise, quand le premier rang va avoir une PME, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont virer la première personne qui ne va pas correspondre, vu qu'en fait c'est autorisé depuis que je suis enfant. C'est mon modèle depuis que je suis enfant. Eh bien, c'est pourquoi je pense qu'il faudrait créer une organisation qui milite pour l'interdiction pure et simple de l'exclusion scolaire. Et j'entends les profs dire « Oui, mais moi je ne peux pas donner la classe parce qu'il y a un élève qui m'empêche d'apprendre aux 25 autres mon programme après lequel je cours et que je dois faire rentrer au bureau. » Je l'entends, c'est vrai, c'est compliqué. Il y a des enfants, c'est terrible. Mais ce n'est pas aux profs de le faire, c'est à l'État de le faire. C'est à l'État de trouver une solution pour que ces enfants plus difficiles ne sortent pas de l'école, ne soient pas renvoyés chez eux. Il y a des communes, on pourrait estimer qu'il y a une classe dans chaque commune.
où on va essayer de raccrocher les enfants à l'école, à l'intérieur de l'école, sans les sortir de l'école. Et donc c'est tous ces modèles excluants de société qui font qu'aujourd'hui on se retrouve là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait l'autre, il est persécutant. Tout le temps. Mon patron est persécutant, mon prof est persécutant, mon père est persécutant, mes amis sont persécutants, le monde est persécutant, la guerre est aux portes de l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, tout est persécutant. Et l'école ne peut pas l'être. Parce qu'on n'a malheureusement pas la chance de naître tous dans la même famille. C'est comme ça. Mais par contre, l'État a prévu un endroit où on allait essayer ensemble de se remettre à niveau et de redonner des chances semblables à tout le monde. Cet endroit s'appelle l'école. Eh bien, allons vers ça. Que ce ne soit pas un endroit de persécution et d'exclusion et de déclassement comme ça l'est, et ça l'est quotidiennement. En Belgique, on est champion du monde de l'exclusion scolaire, c'est pour ça que je m'intéresse très fort à ce sujet pour le moment. Champion du monde. Fédération Wallonie-Bruxelles, 3400 enfants par an sont renvoyés chez eux définitivement. 3400. C'est pas beaucoup, mettez-les une ligne, imaginez, ça fait beaucoup d'enfants. Donc voilà, il y a une vraie question sur le rôle de l'école, sur ce qu'on leur apprend à l'école. Le cours de rien. Effectivement, aujourd'hui on fait chier nos enfants avec l'orthographe pour qu'ils écrivent sans faute. D'accord, c'est important, moi j'écris sans faute, je trouve ça chouette. Moi j'ai très envie que mes enfants sachent lire une image. Moi je suis un homme de l'image, c'est mon métier, je suis journaliste, je travaille à la télévision. Mes enfants consomment beaucoup plus d'images que de mots, hein, sur TikTok, Instagram, Facebook, etc. Ils sont dans une autre civilisation. Et l'école, elle est encore dans celle d'avant. Elle dit, tu dois écrire bêtement, sans faute. Mais que tu te fasses avoir par ce deepfake-là, c'est pas grave. Ah ben ça, moi, ça me paraît catastrophique. Voilà, je m'arrête sur l'école, sinon on va passer la soirée là. Oui, d'accord. Vous dites aussi d'ailleurs, dans votre livre, ça semble être une phrase à laquelle vous tenez beaucoup, la force, la plus grande force, c'est d'aimer le faible, vous dites. Oui, c'est un de mes livres de chevet, c'est Des souris et des hommes de John Steinbeck. C'est un livre que j'ai découvert quand j'avais 16 ans, et j'étais très isolé, je ne parvenais pas à me lier aux autres, etc. Et j'ai réalisé en lisant ce genre de livres et d'autres que je parvenais à me faire des amis dans les livres. Vraiment. Des personnages qui finissaient par exister et faire partie de ma réflexion. Et j'ai encore ça aujourd'hui. Si vous me demandez la liste de mes 10 meilleurs copains, il y aura probablement E.T. dedans. Et c'est pas loin d'être vrai. Et j'ai lu de très nombreuses fois Des souris et des hommes. Parce que j'aime ces personnages, parce que c'est un livre qui parle d'exclusion, de ce que c'est d'être différent, de ce que ça fait peser sur nos amis, sur nos parents, ça fait peser sur nous, et la société qui refuse que l'on soit différent. Donc c'est un livre qui m'a toujours fasciné, parce que j'avais l'impression d'être cet enfant-là. Parce qu'on m'avait dit toute mon enfance que j'étais cet enfant-là. Le personnage... Attendez, et donc la force d'aimer le faible, c'est ça. C'est... je me pose toujours les questions de savoir qu'est-ce qu'il faut changer dans le récit. Parce que moi, je ne crois pas au changement politique. Je ne crois pas à la politique, je ne vote pas. Je les hais tous, de manière absolument stable. Et ce n'est pas du poujadisme. Je n'y crois pas. Mais par contre, je crois profondément au pouvoir de la fiction et au pouvoir du récit. Parce que nous vivons tous dans un récit. Le récit dans lequel j'ai été éduqué, c'est « Jérôme, si tu travailles bien à l'école, tu auras un métier. Et si tu as un métier, tu pourras avoir une maison, un chien, une femme et des enfants, et tu auras réussi ta vie. » Ça, c'est vraiment le récit de la société dans laquelle j'habite. Et si tu peux consommer, tu seras heureux. C'est le récit de ma société. C'est le récit de ma vie. Et je me demande toujours, en tant que scribouillard comme ça, quel récit on devrait inventer pour qu'avec une petite chose, tout se renverse. Et la phrase après laquelle j'ai couru,
et j'ai toujours cru que c'était Steinbeck qui l'avait écrite, et en fait, c'est pas vrai. C'est la force est d'aimer le faible. Et si la force c'était plus d'avoir une voiture allemande, ou de partir en week-end à New York, ou d'avoir un képi de patron, mais que la force était bêtement d'aimer le faible, voilà un petit paradigme qui pourrait faire basculer tout. Alors, je ne suis pas bisounours, hein, je sais que ça n'arrivera pas. Juste, j'aime l'écrire. J'aime l'écrire pour me persuader qu'un changement de récit, qu'un changement de croyance, si on parvient à nos enfants à leur faire comprendre que la force, c'est pas d'avoir une maison 4 façades et une BMW, mais que c'est d'aimer les plus faibles, alors véritablement ça change tout. Voilà, c'est juste ça. Donc en fait, oui, on peut applaudir. Bon. Donc mettre les jeunes en rapport avec des récits, avec une forme de symbolique, les faire entrer dans le récit des autres qui peuvent servir de modèle, etc. Est-ce que ça nous rapprocherait de ce que disait Olivier tout à l'heure? Il faudrait aller vers, il faudrait remettre les gens dans l'optimisme et dans le rêve. Oui, il y a un besoin urgent d'utopie, de rêve, d'optimisme, d'idéal. C'est pour ça que c'est un sujet absolument formidable et que quand je vois ces jeunes agriculteurs qui hurlent, je suis heureux, ça me fait du bien. Je me dis, tout n'est pas perdu. Et félicitations à vous pour ça. Et comment pourrait-on faire pour en arriver là, donc à remettre du rêve, à remettre de l'optimisme, à remettre des récits qui... Eh bien, je pense que la réalité ne va pas s'en charger, si vous voulez. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on est dans une ère du monde qui est tellement rapide. Le monde n'a jamais, évidemment, avancé aussi vite. Jamais dans l'histoire de l'humanité, quelque société n'avait été aussi puissante et riche. Et donc, elles peuvent potentiellement décider de la marche du monde, et notamment du rythme auquel le monde va avancer, qui est un rythme, par exemple, que l'école ne peut pas suivre. C'est-à-dire qu'un paquebot ne peut pas suivre une fusée. Et la Silicon Valley, elle va trop vite pour le monde. Les institutions ne peuvent pas s'adapter à la vitesse de la Silicon Valley. Et donc, on est de plus en plus largué, on est de plus en plus victime de leur manipulation. Jamais dans l'histoire de l'humanité, des sociétés ont autant de fric et autant de pouvoir. Et ça ne va pas s'arranger. D'autres sociétés vont arriver et elles vont se renforcer les unes les autres. Et effectivement, ça va être compliqué. Donc, dans la réalité, c'est pas demain que l'argent ne sera plus roi. Ça ne va pas arriver demain. Et je pense vraiment que la seule manière lucide de faire pivoter cette idée-là, c'est le récit, c'est la fiction. C'est que l'on commence tous ensemble à croire à une autre réalité possible, à un autre récit que, Jérôme, si tu travailles bien à l'école, tu auras un métier, et si tu as un beau métier, tu gagneras beaucoup d'argent, et plus tu gagneras d'argent, plus ta femme sera belle, et plus tu auras un beau chien. C'est un récit dégueulasse. Parce que il n'y a qu'un premier de classe. Il n'y en a qu'un. Et à partir du moment-là, j'aime pas ce récit-là, quoi. Mais justement, est-ce que l'école n'aurait pas un rôle important à jouer? Mettre les jeunes ensemble, mettre les jeunes en recherche. Vous riez, vous n'y croyez pas du tout. À l'école? Non, je pense qu'il faut la détruire. Je pense qu'il faut détruire l'école telle qu'elle est. Vraiment. Monsieur est doyen, hein. Je ne parle pas de l'université ici. Je parle vraiment de l'école dans laquelle nos enfants vont à 3 ans jusqu'à 18 ans. 15 années pour apprendre à lire, écrire et compter. C'est long. J'ai envie quand même de vous poser la question, entre l'école que vous avez connue et celle de vos enfants, je suppose que vous les avez suivis. Ah bah ça a été ma grande déception, figurez-vous. Ah oui. Identique. Dans le champ de bataille, mon précédent roman, j'ai écrit La race a muté et l'école est restée dans les cavernes. Vraiment, je crois à ça profondément. J'étais abasourdi. J'étais abasourdi de voir que mes enfants apprenaient la même chose que moi.
J'étais sur le cul. Et vous savez ce que j'ai fait? Je leur ai dit qu'il fallait l'apprendre, parce que c'était le seul univers formatif qu'on allait leur proposer. Et que s'ils n'étaient pas solubles dans cet univers-là, ils allaient souffrir. Et donc j'étais un père qui a convaincu ses enfants d'un truc auquel ils ne croyaient pas. C'est vicieux quand même, hein, parce que ça allait être plus simple pour eux. Et par chance, pour moi, il y en a un qui a été insoluble dans ça. Et ça m'a fait chier, et ça m'a fait souffrir, et ça l'a fait souffrir lui. Mais c'est peut-être la plus grande leçon de notre vie. C'est qu'il ne faut pas motiver les autres à faire quelque chose auquel on ne croit pas. Et ça a été mon plus grand apprentissage de père, par exemple. Et on continue de se battre aujourd'hui pour que la société accepte un enfant qui n'est pas soluble dans ses règles. Bien, voilà. En fait, vous parlez à un ancien directeur d'école. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Voilà. Vous avez déjà exclu des enfants de l'école? Oui, hein, si vous avez. Arrivé, oui, vous avez dormi bien la nuit qui a suivi? Non, pas très bien. Non, Ok. Non. Eh ben, vous le méritiez. Oui, oui. Voilà. Moi, je vois quand même dans les écoles, je ne sais pas dans quelle école vous avez été ou dans quelles écoles ont été vos enfants, mais je vois que les professeurs font quand même beaucoup, par exemple, pour l'écologie, pour la recherche, pour aider les élèves à développer vraiment leur projet même, hein, leur rêve, justement. Et je me demandais quand même si on ne pouvait pas plus les mettre ensemble, les élèves, les jeunes en général, peut-être à l'école, peut-être dans les mouvements de jeunesse, peut-être encore ailleurs, etc., pour que, voilà, ensemble, dans une sorte de collectif qu'on crée entre eux, ils puissent développer justement... J'aimerais bien entendre M. Servet sur cette question. J'aimerais bien entendre M. Servet sur cette question. Juste une toute petite chose sur l'ensemble. Les adolescents, ils ont besoin d'être ensemble. Parce que c'est le moment où ils vont créer les liens les plus importants de leur vie, qui vont être des liens extrêmement pérennes dans leur vie. Et surtout, l'adolescence, c'est une période où on va faire des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à la vie, qu'on va apprendre les limites, les bordures, ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que l'autre a le droit d'être, ce qu'il est. Et on va franchir des barrières interdites. Et mauvaise nouvelle, on ne le fait pas seul. On le fait en groupe parce que c'est plus sécurisant. Et ce qu'on a fait avec nos enfants pendant le Covid, c'est qu'on ne leur a pas permis d'être ensemble et donc ils n'ont pas pu faire des conneries. Qui pourtant forment l'adulte qu'ils vont être demain. Et bien l'école, qu'est-ce qu'elle a fait quand on a relâché les confinements? Elle a repris le programme, le jour même. Moi, 2 de mes enfants ont eu des interros 2 jours après la reprise. 2 jours après. Très honnêtement, quel sens ça avait, après le traumatisme vécu par ces enfants, d'être isolés dans leur chambre? Et encore, mes enfants, ils avaient une grande maison. Et un jardin. Il y a plein d'enfants qui avaient des petites maisons. Et des parents qui sont... Et un chien. Et un chien, un beau chien en plus. Et il y avait dans des familles qui s'entretuaient, enfin vraiment. Et ces enfants-là, à quoi a pensé l'école? Au programme. Au temps perdu sur le sacré programme. Et on y allait au burin pour faire rentrer le programme. Alors que l'école avait là une occasion formidable de créer du lien. Qu'est-ce qu'on s'est manqué? Qu'est-ce qui nous a manqué? Pourquoi on a besoin les uns des autres? Est-ce qu'on pourrait enfin prendre quelques jours pour mettre des mots sur pourquoi j'ai besoin de toi, de toi, de toi, de toi? Est-ce qu'on pourrait se le dire maintenant qu'on s'est manqué? Et l'école, je pense, a raté une occasion historique de prendre le temps d'échange pour que les enfants se disent « tu m'as manqué, dans la vie j'ai besoin de toi, la vie tout seul pour moi c'est mortifère et j'ai besoin des autres ». Je pense que l'école ne devrait servir qu'à ça,
que les enfants comprennent la solidarité, qu'il n'y a que ça. C'est la seule valeur qui vaille. C'est-à-dire que l'individualisme auquel on les condamne, moi, par exemple, je trouve que tricher, c'est formidable. Moi, au travail, tous les jours à la radio, je triche. Mais je triche, si vous saviez. J'ai des notes partout. Google, bazar, machin. Les gens, ils pensent que je connais tout. Je connais rien. Je triche. J'ai des notes. Et quand je ne sais pas, je vais taper au bureau d'à côté et je dis à mon copain Xavier Van Bugenhout, tu sais ça? Et il me dit, ouais, je sais. Et vous savez pourquoi? C'est pour ça que je suis content d'aller au travail tous les jours. Parce que je travaille avec les autres. Et on triche tous ensemble. Et à l'école, on m'a dit qu'il fallait que moi je sache. Et si Kevin à côté il ne savait pas, c'était bien fait pour sa gueule. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On dresse les gens les uns contre les autres, parce qu'alors on cache. Je veux pas, et moi je me suis fait chier à étudier, je vois pas pourquoi t'en profiterais. Le monde il est tellement plus beau si je dis, mais viens, regarde, j'ai travaillé de toute façon. Viens. Mais demain, c'est toi qui m'aides. Et si on apprenait ça aux enfants, que la solidarité, ça marche mieux que tout faire tout seul, eh bien c'est une école qui me séduirait plus. Et je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas tricher à l'école. Vraiment, ça m'échappe. Parce que dans la vie, on a le droit de demander de l'aide aux autres. Alors pourquoi l'école ne nous apprend pas à faire intelligemment ça? Qu'il n'y ait pas 12 pigeons qui travaillent toute l'année et 40 qui copient, mais qu'on s'organise en groupe, qu'on soit solidaire et qu'on apprenne à faire les choses ensemble pour un même résultat. Moi, je trouverais ça formidable comme projet. Oui, Mais j'aimerais bien entendre M. Servet sur l'école et sur le groupe. Moi, je dirais sans doute, avec mon passé que vous connaissez maintenant, la triche non, mais la solidarité oui. Il y a quand même beaucoup d'enseignants qui mettent leurs élèves ensemble pour une recherche, par exemple. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Alors, et je n'ai rien contre les profs, que les choses soient absolument claires, parce que je sais bien que je suis toujours mal perçu. Je pense que c'est l'institution scolaire qui fait du mal aux profs. il voulait poser une question. Notre ami. Vas-y, tu veux poser une question? Vas-y, après je répondrai à... Vous dites quelque Maintenant. chose, vous me donnez un avis. Je le dirai en off. Non, mais je vais pas la faire longue, mais comme papa, moi j'ai 4 enfants, 4 ados, 12, 19. J'ai beaucoup de chance parce qu'ils sont dans une école Freinet où on fait tout ce que Jérôme vient de dire. Donc la première chose qu'ils ont fait pendant 2 jours après le Covid, c'est mettre des mots sur ce qui s'était passé. Et le programme, parce que c'est beaucoup plus, c'est ça. Le cœur, c'est ça. Alors évidemment, Freinet, c'est l'estin, c'est les valeurs de travail collectif, de solidarité, c'est l'apprentissage par le groupe, c'est toute une série de choses. Évidemment, c'est 5% des écoles. Ça monte un petit peu, je crois, 4. Voilà, donc voilà. Mais du coup, voilà, mauvais exemple pour moi, c'est que effectivement, je sors d'une école Freinet, moi je suis un grand dyslexique, donc tu vois, j'ai 15 ans. Et cette école-là, elle m'a permis en fait de ne pas être complètement marginalisé. Après en secondaire, je me suis retrouvé par contre dans une école élitiste, et là par contre ça a été 6 années d'enfer. Mais du coup j'ai connu les deux mondes. Et je trouve ça effectivement tout à fait révélateur, parce que pour moi le deuxième monde, c'était pas l'école, c'était la prison. Et je dis souvent, je suis anthropologue, je termine juste par là. Et je prends donc, voilà, moi les chiffres, en fait, je ne suis pas un habitué des chiffres, moi je suis un habitué de faire du terrain d'ailleurs. Quand je lis tes livres, j'ai l'impression qu'il y a un anthropologue derrière, un peu, puisqu'on travaille tous les deux sur des gens différents. J'ai travaillé notamment chez les Cris, qui sont des Amérindiens juste au sud des Inuits, donc on est vraiment dans le nord, là, pendant pas mal d'années. Et chez les Inuits, quand quelqu'un fait un meurtre, il n'y a pas de prison. Non. On ne met pas en prison chez les Inuits. Chez les Inuits, quand il y a un meurtre, c'est la communauté qui s'est plantée. Et tout le monde dit, il ne faut pas qu'on mette à part, il faut qu'on super socialise le gars qui a déconné. Parce que c'est nous qui avons échoué. Dans le cadre scolaire, pour moi, c'est tout à fait la même chose, en fait. C'est quand un élève est en difficulté, c'est qu'il exprime quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans sa famille qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien? Est-ce que c'est
avec des camarades de classe, est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais pour moi, on devrait au contraire super socialiser. Moi, les étudiants à l'université, je donne cours en première année, qui échouent, ils échouent pas. J'aime pas faire échouer, je sais pas faire échouer. Ils disent, Monsieur Servet, en fait, je vais pas présenter l'examen, ou bien, je suis vraiment pas fier de moi, est-ce que je peux le représenter en septembre? Parce que, voilà, ou même ils viennent en disant, vraiment, j'ai pas envie de vous décevoir. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est eux-mêmes qui déterminent les choses. Pour moi, c'est fondamental. Et ça change tout. Ça reste l'école, hein, au sens où un lieu d'apprentissage et de transmission de la société à sa plus jeune génération. C'est ça que ça devrait être, pas tout le reste. Voilà, juste pour répondre un petit peu. Là où tu voulais. Oui. Tu avais quelque chose à dire? Bien sûr. Mais il y a des professeurs dans la salle, des enseignants et des parents et des grands-parents, ils ont posé des questions posées aussi. Et tu en as encore. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont... Moi, pour ma part, je n'ai pas entendu une seule fois le mot résilience ce soir. Ah non. Alors. Ah oui. C'est normal. Oui, moi, justement, à propos de résilience, le personnage central dans votre roman, Les Dragons, à un moment donné, il y a des personnes qui arrivent quand même à amorcer chez lui une forme de résilience. Par exemple, l'animatrice des ateliers d'écriture et aussi le psychiatre. Au départ, évidemment, notre personnage qui s'appelle Jérôme, il est extrêmement moqueur par rapport à ces personnes-là, il n'en veut pas. Et puis il se rend compte que ces adultes-là ont une attitude tout à fait différente que les autres adultes qu'ils connaissent. Vous pourriez expliquer un petit peu, puisque nous sommes des parents et des éducateurs et des enseignants, qu'est-ce qui a été important dans ce discours, dans cette manière, cette attitude de l'animatrice et du psychiatre? Ouais, excusez mon emportement. Ce que je dis n'est pas contre les profs, j'aimerais que ce soit compris, c'est contre l'institution scolaire qui ne met pas en place que les profs puissent travailler de la bonne façon. Et c'est ça qui m'échappe dans cette société, alors qu'il n'y a probablement aucune institution plus importante que l'école. J'ai effectivement voulu... ces enfants que j'ai rencontrés, ils ont beaucoup d'ennemis, mais notamment nous, les adultes. Ils ne veulent pas nous ressembler. Et donc, le message qu'on leur envoie est souvent assez inaudible. On a beau leur répéter la même chose, il est inaudible parce qu'il ne vient pas de la bonne source. Mais je voulais quand même qu'il y ait des adultes transformateurs dans sa vie. On en a probablement tous rencontré l'un ou l'autre. Très souvent, c'est un prof. Moi, j'en ai un dans ma vie. Mais je dis toujours 1 sur 40. Pas bonne statistique. Mais il a existé. Et c'est un des hommes les plus importants de ma vie. Et puis, dans mon univers professionnel, j'ai rencontré une femme et un homme aussi, qui ont été les premiers adultes à me dire « viens, on voit quelque chose en toi que les autres n'ont pas vu, qui mérite d'être exploité, on te fait confiance ». Et je suis toujours très ému quand je parle d'eux, parce que c'était la première fois dans ma vie qu'on me disait « viens », qu'un adulte me disait « viens », et pas « tais-toi ». Et j'ai voulu ça pour mon jeune héros. J'ai voulu que sur sa route, il y ait comme ça, l'air de rien, deux adultes qui avaient des mots qui percutaient chez lui. Le psychiatre lui dit, tu sais, tu vis dans une société individualiste, etc., etc., et tout est fait pour que tu te replies. Et si tu veux lutter contre ce monde que tu détestes, alors ne te replie pas. Sors et va voir les autres. C'est le psychiatre qui lui dit ça, et il lui dit, ce n'est pas toi le problème, Jérôme, c'est cette idée-là de l'individualisme, qu'on se répare tout seul. Ça, c'est le problème. Et cet enfant, d'entendre cette phrase-là bêtement, je pense, décide de s'ouvrir à cet homme-là. De l'autre côté, il y a la prof de l'atelier d'écriture
Je voulais aussi, parce qu'en fait, la vérité, c'est que ça me fascine, l'école. C'est que pour moi, l'apprentissage, c'est la chose la plus joyeuse de la vie. J'adore apprendre. Je rêve de retourner à l'école. À n'importe laquelle. Bon, ben après, il n'est pas celui qui va me virer de l'école, mais... J'y chahuterai plus maintenant, parce que je suis bien dans mes baskets. Je suis plus l'adolescent angoissé que j'étais. Mais je voulais qu'elle leur dise, que ce soit sur l'écriture, parce que je pense que l'écriture est une libération, ça l'a été pour moi en tout cas. Je mets toutes ces colères que vous voyez ce soir là, je la mets dans l'écriture. Sinon, elle me fait des maladies et tout ça. Et j'ai des boules partout, enfin c'est invivable. Et j'ai trouvé cet apaisement dans l'écriture. Et je voulais lui offrir ça à mon gamin. Tu as le droit de t'exprimer. Ce n'est pas tais-toi, mais explique. Ne fais pas l'intéressant, mais fais l'intéressant. C'est tellement plus joli. Et elle lui disait, mais il n'y a pas de règle. C'est pas grave si tu fais des fautes de grammaire. C'est pas grave si tu fais des fautes d'orthographe. En fait, on s'en fout. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu essayes aujourd'hui de mettre sur le papier quelques phrases, et écrire, c'est dire comment la vie t'affecte. Essaye de comprendre, toi tout seul, face à ta feuille, pourquoi tu es affecté par le monde comme tu l'es. Qu'est-ce qui se passe entre toi et le monde? Et on ne peut pas parler de ça aux gens, c'est trop intime. Mais on peut essayer de l'écrire. Et essayer de comprendre, mot après mot, pourquoi cette vie, elle m'affecte. Pourquoi je souffre dans mon rapport aux autres, au monde. Et pour que cet enfant se l'autorise, il faut dépasser plein de barrières, qui sont les barrières de l'exigence, de la grammaire, du style, du nom dans la marge, du truc à la latte bien droit, de pas d'un coup de gomme, enfin, toutes ces conneries. Et c'était le libérer de ça pour qu'il aille à l'essentiel. Voilà. C'est le début de la résilience, je crois. Je ne crois pas que c'est de la résilience. Je crois pas que c'est de la résilience. La résilience, c'est, je pense que c'est véritablement autre chose. Je pense que, en termes de santé mentale, par exemple, le soin, l'idée du soin est extrêmement importante, mais on n'est jamais guéri. Et en fait, ce n'est pas le but. Parce que si on guérit, on n'est plus qui on est. Et c'est absolument effrayant. Moi, j'étais un garçon assez angoissé, jeune, avec beaucoup de somatisation, etc., etc. Et je suis encore très angoissé, comme vous le voyez. Je suis très agité, et hyperactif et tout ça, et je dors très peu. Et des fois, ma femme, elle me dit mais t'aimerais pas que tout ça, ça s'arrête? Et en fait, je détesterais que ça s'arrête. Alors que c'est relativement invivable. Parce qu'en fait, je ne serais plus moi. Et aujourd'hui, j'ai réussi à avancer dans le monde, et je suis assez heureux, quand même la plupart du temps, mardi et mercredi. Et en fait, ça fait partie de moi. Et donc, je pense que guérir, ça n'a pas de sens. Mais par contre, se réparer un peu pour pouvoir être dans le monde, jusqu'au moment où le sac est assez léger, ou le sac de cailloux là, est assez léger pour pouvoir entrer dans le monde, alors là, je trouve ça satisfaisant. Parce que j'y rentre comme je suis, comme je me suis construit. La résilience, c'est l'opposé de ça. La résilience, Boris Cyrulnik l'explique très bien, il dit, après un trauma, mais je pense notamment à la Shoah, il dit, c'est renaître un autre. Parce que l'autre est mort. Le premier moi ne peut pas vivre dans ce monde-là. Et la résilience, c'est renaître une autre personne. Très peu de gens ont des traumas. Très peu de gens. Il y en a beaucoup, parce que nous sommes très nombreux sur Terre, mais statistiquement, peu de gens ont des traumas qui demandent la résilience. Et puis le mot est égalvaudé, etc. Mais je pense que vraiment, c'est un beau mot, réparation. C'est Philippe Roth qui l'utilise dans Un homme. C'est une phrase que j'ai utilisée dans Les Dragons. Il dit, penche-toi sur ton passé, répare ce que tu peux réparer et tâche de profiter de ce qui te reste. Et répare ce que tu peux réparer. Quand je l'ai lu, cette phrase, elle m'a fait pleurer.
Parce qu'en fait, ça suffit. Si on répare juste ce qu'on peut réparer, la vérité, c'est que probablement ça suffit pour vivre pour la plupart d'entre nous. Mais il devient un autre à ce moment-là, quand même. Non. Non, je pense, après chacun, moi j'adore que les gens se fassent la lecture du livre qu'ils veulent, ça me va. Enfin, quand j'entends une chanson, j'y comprends quelque chose d'autre qu'un autre. Et c'est ça qui est très joli dans les livres et dans les films, etc. Pour moi, en tant qu'auteur, pour moi, non. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, il est encore coincé dans son adolescence et que c'est pour ça qu'il doit y retourner. C'est parce que justement, il n'est pas du tout devenu un autre. Il est le même gamin, avec le même colère, les mêmes angoisses. Mais il découvre... Qu'on peut déposer des choses. Il se découvre autrement que ce qu'il pensait être avant. Peut-être qu'il découvre qu'il n'est pas ce qu'on dit de lui. Il n'est pas ce qu'on lui a répété toute sa vie. Tu es inapte, tu es inapte, tu es inapte, tu es inapte. Tu es en échec, tu es le dernier. Dors dans le couloir, chez toi. Il réalise qu'il n'est pas que ça. Je pense qu'il est capable d'aimer, qu'il est capable de lire, qu'il est capable d'émotions, qu'il est capable de plein de choses, qui ne sont pas les plus valorisées à l'école, mais qu'il est capable de choses. Et je pense que c'est là qu'il a sa porte de sortie. On pourrait dire qu'il se trouve alors, peut-être? Probablement comme chacun d'entre nous. Si on questionnait tous les gens qui sont dans cette salle, à 18 ans, on n'est pas fini, quoi. Et que ça met une vie. Moi, des fois, j'ai des jeunes qui viennent près de moi et qui me disent « Mais comment vous avez fait pour savoir ce que vous vouliez faire dans la vie ?» Et j'ai toujours envie de dire « Bah, je sais toujours pas, vieux. J'ai fait des trucs, mais véritablement, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. Je fais des choses parce que le temps passe et qu'à un moment, c'est lundi et puis j'ai dû trouver du travail et j'ai eu la chance de trouver un travail qui me plaît follement, etc. Et je le fais avec plaisir, etc. Mais je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. Et c'est joli, en fait. C'est une idée qui devrait nous aller. C'est un long parcours et c'est chouette. Mais on ne se trouve pas comme ça. Et en amour encore moins. Je pense qu'on ne se trouve pas. On cherche. Et c'est très joli comme ça. Y a-t-il des questions dans la salle, s'il vous plaît? Ou des critiques engueulades de profs, hein, je suis prêt. Vous avez parlé de ce qui se faisait chez les Inuits, et j'ai appris récemment qu'au Rwanda, ils ont créé maintenant des villages dans lesquels vivent ensemble des gens qui ont subi le génocide et des gens qui ont massacré des gens et qui sont venus dans ce village en ayant peur d'être rejetés et en allant demander pardon et en vivant au jour le jour des petites choses régulièrement, ils ont fini par se rapprocher, se raccommoder, pouvoir vivre ensemble. Et ça me semble être un peu la même idée que ce dont vous parliez pour les Inuits. Oui, en 2 minutes, mais il y a des milliers d'humanités, hein, et donc on a toujours le biais de croire que le modèle standard est le nôtre. Mais en Inde, on a plusieurs sociétés où à l'adolescence, on met les adolescents ensemble dans une partie du village et ils s'auto-éduquent entre eux. Et ça se passe depuis des siècles et ça fonctionne extrêmement bien. Dans un modèle scolaire comme le nôtre, c'est juste impensable. Et donc effectivement, on a eu, dans le cadre de certains drames comme le génocide rwandais, effectivement, des initiatives de ce type-là. Et c'est pour ça que j'invite souvent les jeunes à voyager. Pour moi, l'écologie, ça ne signifie pas l'abandon du voyage. On peut voyager de 1000 manières autres et plus respectueuses, mais le voyage, je rappelle que l'humain, c'est un être qui n'a pas arrêté de bouger, sorti d'Afrique, et puis qui Asie, Europe, et puis qui n'a pas arrêté de voyager. Je pense qu'on a ça dans la peau. On est des bipèdes nomades et c'est essentiel. Donc voilà, derrière le tableau que j'ai projeté de nos sociétés, je pense qu'il faut pouvoir aller voir dans plein d'autres endroits des choses qui sont parfois tout à fait fantastiques. Une autre question dans la salle? Oui, j'ai juste une petite question. Vous avez dit qu'il fallait aimer les plus faibles, en fait. Mais pourquoi il ne faut pas juste aimer son prochain?
C'est parce que je lis pas la Bible. Parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être aimés. J'ai des noms. Et que quand on écrit, on a envie de trouver une phrase qui nous semble la plus juste possible par rapport à ce qu'on ressent, aussi la plus belle, qui sonne comme ça, qui a une forme de musicalité. L'écriture, c'est aussi ça, c'est l'histoire, mais c'est aussi le style qu'on va essayer de donner au livre. Et les gens pensent toujours que l'histoire est la chose qui nous prend le plus de temps pour écrire un livre. Alors elle nous prend du temps, il faut apprendre à être habité par le sujet, créer des personnages, etc. Et puis quand cette histoire est faite, écrite, qu'il y a une espèce de livre atroce, comme ça, avec l'histoire du début à la fin, d'un premier jet, là commence vraiment le boulot probablement le plus passionnant. C'est celui de couper, de trouver les bons verbes, de virer les adjectifs, de mettre des points partout et pas des horribles virgules. Et d'essayer de trouver en une phrase ce qui était écrit en une page. Et la force et d'aimer le faible, ça me paraissait... C'est ce que c'est, hein, ça vaut rien. Mais à moi, ça paraissait quelque chose. Quand elle est sortie, je n'avais pas perdu ma journée. Parce que ça avait du sens pour moi. Et après, le livre sort et j'espère juste que ça aura du sens pour les autres. Mais je ne peux pas le savoir. Mais je sais que quand je vais dormir ce soir-là, j'ai l'impression d'avoir touché quelque chose de moi. On parlait de comment la vie nous affecte. J'essaye de me comprendre moi quand j'écris. Et quand j'écris cette phrase « La force est d'aimer le faible », je pense que je me suis un peu plus compris. Je ne dis pas que je sais le faire. Hein. Je dis juste, la phrase est là, et elle permet de faire partie de ma vie maintenant, et que j'y repense tout le temps. Et si je suis habité par cette phrase-là, c'est mieux pour moi que d'être habité par une autre phrase. Voilà, c'est juste essayer de me charger de ce genre de réflexion. Et après, les donner aux gens, et ça touche ou ça touche pas, mais ça, on ne peut absolument pas le savoir avant. Malheureusement. Une dernière question dans la salle. Oui, moi j'ai adoré la lettre à votre fille. Je l'ai fait lire à mes 4 enfants. Et je voulais savoir si vous l'avez fait lire à vos enfants aussi. Alors, il y a un truc un peu particulier dans le livre, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, c'est qu'il termine par une lettre. Qui est une lettre, j'espère, d'amour d'un père à sa fille à venir. Et le jeune héros s'appelle Jérôme. Moi, je m'appelle Jérôme. La fille dont il tombe amoureux dans le livre s'appelle Colette. Moi, la femme avec laquelle je vis depuis 28 ans maintenant s'appelle Colette. Et on a 2 garçons et une fille, et notre fille s'appelle Adèle. Et la lettre commence par très cher Adèle. Donc évidemment que les dragons étaient une façon de dire à ces femmes-là que je les aime. Je pense que c'était... merde, je me fais avoir par vous. L'idée centrale du livre, parce que moi j'ai peur de mourir tous les soirs, donc j'ai besoin de dire aux gens que j'aime, que je les aime, et ils en ont marre d'ailleurs, et donc je leur écris en plus, enfin vraiment c'est terrible pour eux. Et quand j'écris, je ne parle à personne de ce que je suis en train d'écrire. Alors ma femme, elle savait que je partais dans un centre de soins psychiatriques pour me documenter, etc., mais elle ne savait pas que j'étais en train d'écrire ce livre-là. Elle ne sait rien. Je n'en parle pas, je garde ça très égoïstement pour moi. Et un jour, j'ai fini de travailler. Et alors, à ce moment-là, je fais toujours la même chose, c'est que j'imprime les feuilles, je les donne à ma femme,
qui est la première lectrice du livre. Et évidemment, elle ne veut pas que je sois dans la maison quand elle lit, parce que sinon je suis à côté d'elle en train de guetter si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, si elle rit, si elle pleure. Enfin, vraiment, c'est insupportable pour elle. Et donc, je dois partir de la maison quelques heures, une journée, et puis je reviens le soir et on peut parler du livre que j'ai écrit. Et puis, d'habitude, mes enfants, ils lisent le livre quand il sort. Et là, ça a été différent. Je savais que ma fille, elle a 21, 22 ans maintenant. Elle a 22 ans maintenant, elle en avait 21. Je savais évidemment, comme rien ne prépare à cette lettre dans le livre, je savais que pour elle, ça allait être très troublant, très surprenant, d'avoir imprimé cette espèce de déclaration d'amour de son papa, qui est une lettre que beaucoup d'entre nous auraient peut-être aimé recevoir. Mais je ne pouvais pas être là quand elle lisait. Et donc ma femme et ma fille sont parties en vacances. Et j'ai mis le texte à ma fille dans sa valise. Et quand elle est arrivée, je lui ai dit, dans ta valise, il y a mon livre, etc. J'aimerais que tu le lises. Comme je savais qu'elle était loin de moi. Et après l'avoir lu, elle m'a appelé en pleurs. Et c'était très joli. Bravo.